Cette semaine, en manchette. Retour sur la démission d'Émilise Lessard-Terrien. Nous nous sommes entretenus avec l'ancienne co-porte-parole féminine de Québec solidaire. Transition du Provigo vers Maxi. Denis Nollet nous explique de quoi aura l'air le nouveau Maxi de Ville-Marie. Journée remplie d'histoire à Saint-Bruno-de-Guigue. Vernissage d'une nouvelle exposition Dom & Breen, en plus d'un souper retrouvailles organisé par la Société d'histoire. Et la Témiscamingue First Nation accueille les 4 chevaliers. Ici William Maillet, bienvenue à votre Info Témis du 3 juillet. Je me suis sentie un peu isolée. Tu sais, quand on arrive comme ça de la région, quand on a des repères très ruraux et que là, on débarque dans une équipe qui est essentiellement, qui est plus basée à Montréal, les repères, les référents, les sensibilités sont pas toujours les mêmes. Avec une ouverture demain, 8 h, avec un nouveau magasin qui s'appelle Maxi, qui est un magasin escompte. Donc, la grosse différence, c'est ça. Ça nous a permis d'amener des gens qui ne fréquentent pas beaucoup la Société d'histoire avec des anciens, des membres, puis des anciens membres, puis aussi des anciens présidents. J'ai une fan avec mon chandail la dernière fois ici en arrière. Vraiment cool, belle gang. Je suis vraiment content. On ne pouvait demander mieux pour le 1er juillet. Bonjour, mesdames, messieurs. Émilise Lessard-Terrien annonçait en avril dernier se retirer de son poste de co-porte-parole féminine de Québec solidaire. Une démission qui en a attristé plusieurs en région et qui a entraîné une crise interne au sein de Québec solidaire. Quelques mois plus tard, la poussière est un peu retombée et nous sommes revenus avec elle sur cet épisode chargé d'émotions. Bonjour Émilise, merci de nous accueillir dans ton petit havre de paix. Ça doit faire du bien de revenir au Témis. Oui, absolument. Je l'ai dit souvent, mais on est un peu dans un refuge à ciel ouvert ici. Quand on fait un épuisement de travail ou que, bref, on a besoin de se ressourcer, c'est vraiment un endroit formidable pour refaire des forces. Fait que oui, je me sens extrêmement privilégiée là, d'être ici au Témiscamingue sur ce magnifique bout de terrain. Parce qu'on se rappelle, en avril dernier, vous annonciez là, que votre démission de votre poste de co-porte-parole féminine à Québec solidaire. Est-ce qu'on peut vraiment être prêt ou être vraiment prêt mentalement, je dirais, à un aussi grand rôle? C'est sûr que le défi était grand. Pour moi, quand j'ai décidé de me lancer dans la course, il n'était pas insurmontable. J'avais été députée quand même pendant 4 ans. J'avais eu la défaite en 2022. Fait que là, j'avais une opportunité de revenir à Québec solidaire. Puis je trouvais que l'option d'avoir une porte-parole issue des régions, je la trouvais extrêmement valide. Je la trouvais nécessaire aussi pour amener le parti plus loin. Puis finalement, c'est sûr que l'ampleur de la tâche était énorme, mais c'est pas une tâche qu'on peut accomplir seule. Puis je pense que c'est là où moi j'ai trouvé ça difficile, c'est de pas avoir, comment je dirais, oui, il y avait des gens qui étaient là autour, mais qui étaient pas nécessairement, comment je dirais, en faisant attention, parce que c'est toutes des gens qui étaient de bonne volonté, mais je me suis sentie un peu isolée. Tu sais, quand on arrive comme ça de la région, quand on a des repères très ruraux et que là on débarque dans une équipe qui est essentiellement, qui est plus basée à Montréal, qui est plus basée en ville, on dirait que c'est ça, les repères, les référents, les sensibilités sont pas toujours les mêmes. Ce qui fait que quand, par exemple, je trouvais qu'il y avait un sujet qui était important à débattre, sur lequel je voulais qu'on s'inscrive plus durablement, de pas avoir nécessairement le soutien pour pousser le dossier plus loin ou pas nécessairement d'intérêt ou devoir constamment débattre davantage, bien, ça vient un peu épuisant, je dirais, à la longue, de pas sentir que, tu sais, quand t'es élu co-porte-parole, j'avais l'impression que ça venait avec une certaine autorité, si on veut. Là, bien sûr qu'il y a un travail d'équipe, tout ça, là, mais avec, OK, ben la gang, c'est vers là qu'on s'en va, ben OK, on oriente tout notre travail pour aller vers là. Ça a fait comme un peu un climat de travail, c'est ça, plus difficile. Puis quand on part de la maison, 8-9 jours en ligne, qu'on est loin des enfants, qu'on est loin de la famille, à un moment donné, on dirait que les sacrifices, c'est comme s'ils en valaient moins la peine, si on veut. Parce qu'est-ce que c'est mission impossible avec une famille, en étant de région, de cohabiter dans tout ce grand environnement-là, là, en plus
Ça, dans un environnement que vous étiez même pas député à l'Assemblée nationale, ça devient difficile d'avoir les mêmes moyens que le co-porte-parole masculin qui, lui, siège à l'Assemblée. Oui, c'est sûr que il y avait vraiment des moyens qui étaient différents. Moi, je pensais que, bon, c'est peut-être de la belle naïveté, de la belle candeur, mais que les moyens techniques ne devaient pas être un frein aux idées ou aux convictions. Parce que quand on fait de la politique, c'est d'abord et avant tout parce qu'on a des idées puis parce qu'on a des convictions. Enfin, moi, je me disais, parce que c'est sûr là, que avant de me lancer, je me disais, bon, la distance, le fait de ne pas avoir de bureau, le fait de ne pas avoir l'Assemblée nationale qui prend en charge les déplacements, de ne pas avoir accès à la halte garderie, par exemple, à l'Assemblée nationale. T'sais, tout ça, c'est sûr que j'y ai pensé. Probablement que j'étais trop naïve, trop forte sur les convictions, puis en me disant on va trouver des façons de pallier à ces moyens techniques-là. Puis finalement, il y a des choix qui ont été faits parce qu'après, tout est toujours une question de choix. Comment est-ce qu'on déploie nos ressources? Comment est-ce qu'on déploie le soutien? Moi, j'aurais aimé qu'il y ait une meilleure mise en place au moment de mon arrivée pour que je puisse m'asseoir dans mes fonctions. Puis après ça, on délestera, puis on réattribuera les ressources. Puis en même temps, je comprenais aussi qu'on ne veut pas tout monopoliser les ressources pour la porte-parole féminine. On a des mandats à accomplir. Mais il y a comme tout ça qui est arrivé qui a fait qu'à un moment donné, moi, je me suis épuisée. Puis, à un moment donné, c'est le corps qui lâche, là, la tête, elle veut continuer, elle veut... les gens ici en Abitibi-Témiscamingue étaient tellement contents, étaient tellement fiers, tout d'un coup, de retrouver cette voie-là au niveau national. Je pense aux agriculteurs qui commençaient à descendre dans la rue au mois d'avril avec des grandes manifestations pour dire ça n'a pas de bon sens ce qui nous arrive en agriculture, on a besoin d'aide, on a besoin d'air, on a besoin de soutien. Moi, l'agriculture, c'est une cause que je porte tellement... au plus profond moi-même. Fait que là, de ne pas pouvoir être là puis être cette voix-là qui challenge les élus, qui, médiatiquement parlant, qui est présente, ça a été très, très difficile pour les membres aussi qui m'ont élu de dire je prends un pas de recul, mais c'est ça, à un moment donné, c'est plus la tête qui décide, c'est le corps qui lâche. Puis là, dans mon pas de recul, c'est de voir, OK, qu'est-ce que je vais être capable de faire dans les conditions actuelles. Puis, tu sais, un mandat de co-porte-parole, c'est 4 ans, c'est court. Fait que je me dis, si je me retire, puis que j'en ai pour des mois à juste, comme, refaire mes forces, à retrouver, tu sais, la flamme, parce que c'est ça aussi, là, tu sais, c'est pas une job qu'on peut faire à moitié. Faut être extrêmement performant devant les médias, performant devant le public. Là, moi, j'y arrivais plus. Combien de temps ça va prendre pour que je puisse revenir et dans quelles conditions? Est-ce que les choses vont avoir changé aussi à l'interne qui a engendré la perte de sens, finalement? Fait que j'ai jonglé avec ça dans ma tête pendant un bon moment, puis j'en suis venue à la conclusion que, et pour moi et pour le parti, c'était mieux que je me retire. Croyez-vous qu'on est prêt à Québec solidaire d'amener ces idées-là, peut-être plus de ruralité des régions dans le parti? Puisque depuis toujours, Québec solidaire, c'est un parti qu'on dit plus de ville. C'est là qu'ils ont leur circonscription, leurs élus. Encore là, ça a été peut-être un blocage, cette différence-là de point de vue entre députés régionaux et tous les autres de la ville? Bien, je ne mettrais pas tout le monde dans le même panier, là. J'avais quand même des appuis parmi la députation. Par contre, quand je regarde le programme de Québec solidaire, quand je regarde les valeurs que défend Québec solidaire, ce parti-là a définitivement raison d'être et répond aux enjeux qui sont vécus dans les régions. Maintenant, après, il y a des stratégies, évidemment, politiques pour gagner plus de sièges, pour aller chercher plus de votes. Puis là, il y avait dissonance au niveau de ce que nous devons faire pour agrandir notre mouvement puis pour éventuellement prendre le gouvernement. Puis ça, bien, il y avait divergence au niveau des visions, au niveau des stratégies. Et donc, je pense que tant qu'il va y avoir une espèce de garde rapprochée autour du porte-parole masculin, ou en tout cas qui partage cette vision-là, bien, je pense que ça va être difficile de percer plus loin dans la ruralité, dans les régions du Québec, parce que on va pas chercher... Puis en même temps, j'ai pas envie de tomber moi-même dans le piège de l'approche comptable, mais parler depuis le Québec, parler des enjeux, tu sais, parler des enjeux, là, des enjeux de foresterie, des enjeux d'agriculture, des enjeux d'occupation du territoire, de vitalité du territoire. Puis c'est sûr que quand tu habites à Montréal, ces sensibilités-là, c'est pas une réalité que tu connais nécessairement, puis c'est pas de la mauvaise volonté, hein. C'est comme ça. T'sais, moi, je serais moins habilitée à parler d'enjeux très, très, très urbains parce que c'est pas ma réalité. C'est juste ça. Fait que
je pense que c'est pas irréconciliable à tout jamais. Je pense qu'en ce moment, QS vit une période où les énergies sont plutôt à investir dans l'urbanité parce que c'est ça qu'ils connaissent le plus, tu sais. Fait que est-ce que ça fait en sorte que QS, ça vaut rien dans les régions? Non. Je pense que les valeurs de solidarité, de bien commun, de justice sociale, d'écologie, tout ça, ça nous habite profondément aussi en région. Puis il y a moyen de concilier ça avec le mode de vie rural. Mais maintenant, il faut savoir comme taper sur les bons clous, comme on dit. Puis là, en ce moment, je suis pas certaine qu'ils ont les bons outils pour faire ça. Moi, c'est ce que j'aurais souhaité amener, mais le moment était pas vraiment le bon, finalement. Ce qu'on voit dans les dernières élections, fait du surplace en ce moment. Là, on voit, c'est ça le problème. Il y a de la difficulté à rejoindre un électorat différent et ça aurait été quelque chose d'intéressant à amener. Et est-ce qu'il va falloir une reformule, qu'on repense à la façon dont on aborde ces enjeux-là du côté de Québec solidaire parce que pour rejoindre un électorat plus de régions? Bien, c'est sûr. Puis tu sais, comment je dirais... ça, je pense que c'est le principal problème, là, le fait que Québec solidaire fait du surplace depuis à peu près 4-5 ans. On gravite toujours entre, mettons, 14-18 % dans les intentions de vote. Fait que je pense qu'on peut se poser la question, la stratégie actuelle, elle ne porte pas ses fruits. Et c'est ça qu'on aurait dû débattre davantage, qu'on devrait débattre aussi avec nos membres, la stratégie qu'on utilise pour aller chercher, pour agrandir finalement notre mouvement, aller chercher un plus grand électorat. Fait que moi, j'avais un peu des idées, mais tu sais, quand on est un peu seul autour de la table ou qu'on n'a pas nécessairement des gens, tu sais, qui sont comme, oui, c'est ça qu'il faut faire derrière nous, ou juste un peu, puis qu'on a des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont établis, puis sont comme, tu sais, c'est un peu, on l'a essayé, ça n'a pas marché. Ou, tu sais, à un moment donné, ça devient, tu sais, les œillères s'installent, puis ça devient difficile de faire autrement, de voir autrement. C'est pour ça que moi, je pense que le salut de Québec solidaire passe par avoir du sang neuf. Autant dans les élus, mais que dans la direction politique, dans les employés, dans une organisation, c'est difficile de faire autrement avec les mêmes personnes tout le temps. Pour avoir vraiment une culture de changement, bien, des fois, ça passe par changer les individus. Fait que je pense qu'il y a ça à faire dans un premier temps. Puis maintenant, on verra ce qui nous attend pour les prochaines élections. En 2026, ça va quand même arriver vite. Là, c'est dans à peu près 1 an et demi. On va se retrouver, bien, dans 2 ans, on va être en période électorale là, à ce moment-ci, où le Québec sera rendu à ce moment-là. Moi, je pense que Québec solidaire reste une formation politique pertinente. Ça, je ne remets pas ça du tout en question. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher des gains à l'extérieur des centres urbains? Est-ce qu'ils vont avoir la volonté de faire ça? Parce que peut-être qu'ils vont dire, ben, tu sais, finalement, on concentre nos efforts dans les pôles urbains, puis on va essayer d'agrandir notre députation à partir des villes ou de la banlieue. Puis... peut-être que ce sera ça, la stratégie. Moi, je trouverais ça triste, évidemment, parce que je pense que les valeurs, comme je disais, que porte la formation politique, si on sait comment bien faire atterrir ça dans les régions, c'est tout à fait pertinent. Là. Quand je vois ce qui se passe à Témiscamingue en ce moment avec le rapatriement de toute l'expertise aux États-Unis, moi, ça me fait capoter. Là. Puis ça, c'est des luttes progressistes de toujours, des luttes ouvrières pour lesquelles les partis plus socialistes ont été créés, pour défendre les intérêts de la population, du peuple. Puis en ce moment, il y aurait de la place pour une formation politique comme ça qui se porte à la défense des travailleurs, des travailleuses, de la classe ouvrière, mais des régions aussi dans toute leur diversité. Mais bon, il y a d'autres choix qui sont faits en ce moment. Mais moi, c'est ça que j'aurais voulu faire. Puis c'est ça que je suis pas arrivée à faire. On le ressent, la Émilise, patriote, militante, est encore bien vivante. Est-ce que c'était essentiel pour vous de revenir au Témiscamingue après tout ce brouhaha-là médiatique, de revenir s'ancrer dans le territoire pour prendre une pause? Ça doit aider aussi de revenir là où les racines sont. Ah, c'est sûr. Puis même pendant mon mandat, les gens me disaient, tu vas-tu déménager à Montréal? Puis j'étais là, tout le sens va partir. Si je vais m'installer à Montréal, ça va être comme ma connexion avec les régions puis la ruralité pour rester à jour puis continuer d'être pertinente sur ces questions-là. Fait que moi, ça n'a jamais fait partie d'une option pour moi d'aller m'installer ailleurs. Fait que c'est sûr qu'ici, bien sûr, là, on est tellement bien. Puis je suis toujours un peu partagée entre cette vie-là plus
plus douce, plus relaxe au Témiscamingue, qui me nourrit énormément. Mais là, c'est de retrouver les petits kicks, tu sais, les petites shots d'adrénaline, là, où, tu sais, j'y vais en ville, puis je vais au bat pour défendre nos enjeux, nos intérêts. Là, je sais pas comment ça va, tu sais, s'organiser maintenant, se concrétiser. Fait que là, il faut que je retrouve un équilibre, mais ici, tu sais, on est tellement bien, puis le territoire, puis les gens, tu sais, c'est tellement doux. Fait que c'est sûr que c'est le meilleur endroit pour avoir une guérison. Je pense que ça a aussi vraiment contribué à accélérer cette guérison-là, puis à ce que je la retrouve, tu sais, cette flamme-là, parce que au mois d'avril, tu sais, il n'y avait plus rien, là. Je n'avais plus d'indignation. Puis ça fait peur, tu sais, qu'on n'est plus capable de s'indigner, de vouloir, tu sais, mettre notre poing sur la table. Puis, tu sais, cette fougue-là, quand ça meurt, tu te dis, mais tu sais, ça va être quoi mon carburant maintenant? Tu sais, à quoi on va servir? Moi, le sentiment de me sentir utile, il est très fort chez moi. Fait que ça a été un long processus, mais avec le territoire ici. On le dit, hein, le territoire, c'est un grand remède. Je l'ai prouvé pendant quelques semaines, moi, puis ça le fait vraiment grand bien. Fait que là, je suis prête là, à retourner au BAT. Faut juste que je trouve... ça va être quoi le véhicule maintenant? Parce que la vie politique est encore attirante. C'est devenu une drogue d'une façon. On veut défendre et carburer à toute cette vie-là de haut et de bas. Là. Ben, il y en a beaucoup qui disent ça. C'est comme si t'es ça, sur des stéroïdes pendant tellement longtemps, puis quand ça finit, t'es un peu en sevrage. Là. Fait que là, bon, il y a eu le véhicule de la politique partisane. Je pense que je suis allée au bout de ça pour l'instant. Je ferme pas la porte à un retour éventuel en politique, pas maintenant. Parce que, bon, j'ai des jeunes enfants, puis parce que là, je me suis un peu brûlé les ailes là-dessus, mais il y a d'autres façons, tu sais, d'influencer le débat public. Puis, tu sais, quand on regarde historiquement, les plus grands changements de société, ils ont été provoqués par le peuple, par la population, par des grandes mobilisations citoyennes. Fait que c'est pas vain, tu sais, de retourner plus dans la rue, de délaisser un peu le côté parlement, revenir plus dans la rue, au côté des concitoyens et concitoyennes, puis d'éventuellement refaire le saut, tu sais, je sais pas, là, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais là, pour l'instant, c'est ça. De retrouver la rue, d'investir mes projets plus sur la ferme ici, plus au Témiscamingue, puis on verra pour la suite. Alors, les futurs projets d'Émilie, ça risque de se passer un peu sur la ferme au Témiscamingue. Est-ce qu'on a d'autres projets autres? Là? Bien, tu sais, à voir pour l'instant, là, on a reparti le moulin à farine. Fait que là, on est vraiment en plus en mode marché, moudre. On a le grand jardin, tu sais, bon, les poules. Fait qu'on est plus là pour l'été. Tu sais, les filles sont avec moi cet été. Cet automne, mes projets sont pas encore coulés dans le béton. Puis je vais rester ouverte aux opportunités qui se présenteront. Fait que là, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu le néant, là. C'est un peu inconfortable, mais je sens que les choses vont finir par se placer. Puis je suis pas trop inquiète, puis en attendant, ben mon filet de sécurité, c'est ici, puis c'est un très beau filet de sécurité, là. C'est même un hamac, je dirais. Fait que... Merci beaucoup, Émilie. Merci! Comme vous l'aurez sûrement remarqué, le Provigo de Ville-Marie a officiellement fermé ses portes samedi dernier. Dès jeudi, l'épicerie rouvrira sous la bannière Maxi. L'ancien propriétaire du Provigo et futur gérant du Maxi, Denis Nollet, nous a adressé quelques mots concernant les changements qu'on pourra observer dans l'épicerie. Premièrement, on est présentement à la phase 1 de notre projet. C'est un projet qui a commencé cette semaine, avec une ouverture demain, 8 heures, avec un nouveau magasin qui s'appelle Maxi, qui est un magasin escompte. Donc, la grosse différence, c'est ça. Provigo, c'est un magasin traditionnel, maintenant dans l'escompte. Donc, l'escompte, c'est des meilleurs prix. C'est aussi une variété de produits qui est nouvelle pour certains consommateurs parce qu'il y a des formats plus gros. Par contre, les produits qu'on avait avant, on en a encore beaucoup. Donc, il y a certaines choses que les gens vont retrouver et d'autres moins. Dans les rayons, il n'y a plus de service. Donc, tous les produits sont en libre-service pour tous les rayons. Donc, ça change aussi. Mais pour le reste, ça va être une expérience de magasinage pas mal pareil comme avant.
Parfait. Donc, c'est ça, tu mentionnais qu'il n'y avait plus de services. Donc, les services de boucherie, les prêts-à-manger ou les sandwichs déjà tout préparés. Donc, ça va plus exister là, sur la nouvelle bannière. Ouais, il y a des choses qui vont rester. Exemple, la sauce spaghetti qu'on fait à Reste Maison. Les sandwichs, présentement, on n'aura pas pour les prochaines semaines, mais c'est un projet que je veux ramener. Mais c'est pas encore tout réglé, ce dossier-là. Par contre, effectivement, la viande, elle arrive toute faite de l'usine, qui est à Boucherville, à Cargill. Donc, c'est l'usine Cargill qui ça s'appelle. Donc, la viande toute faite. Vraiment, on ne voit pas de différence. On leur reçu déjà nos livraisons, là, puis on ne peut pas le savoir. Beaucoup de nouvelles variétés, beaucoup de produits marinés pour la saison. Donc, une variété que je n'avais pas avant. Donc, à la limite, c'est quasiment agréable de voir des nouveautés en magasin pour ça. Boulangerie, il va y avoir des pains, mais il ne sera pas étuvé en magasin. Il va juste être cuit. Parce qu'avant ça, on les tuvait et on faisait cuire. Donc, c'est un peu ça. La charcuterie, les viandes tranchées, ça n'existe plus. C'est des viandes qui sont en comptoir. La variété, une belle variété quand même, là, mais c'est pas des... On ne tranche plus la viande en magasin. Au service, les gens doivent emballer eux-mêmes leur commande. Il n'y a plus de service d'emballage. C'est un peu ça le concept de Maxi, d'escompte. Parfait. Donc, dernière question, en fait, ce serait quoi? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu un échéancier ou quelques dates à retenir pour justement cette nouvelle ouverture du Maxi? Oui. Demain, 4 juillet, on rouvre à 8 h, Maxi, jusqu'au 8 septembre. Le 8 septembre, c'est une date qui est pas mal coulée dans le ciment, mais il n'est pas à 100 %. Donc, on est parce qu'il y a des contracteurs. Il faut que tout le monde s'adhère à ces dates-là. Donc, c'est un peu avoir un délai, mais bon. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va fermer pendant environ 3 semaines et demie. On espère faire mieux, mais le gros du travail, on va le faire pendant ces 3 semaines et demie-là, parce qu'il faut déplacer tous les équipements. En fait, c'est tous des équipements flambant neufs au magasin. Vraiment, on va garder les 4 murs, là, puis le reste, là, on change tout. Équipement, congélateur, caisse, tout est flambant neuf. Le magasin a 19 ans, environ 20 ans, là, présentement. Et les équipements qu'on avait, ils ont fait leur durée de vie. Donc, c'est pour ça qu'on prend la... Tant qu'à faire une grosse rénovation comme ça, on change tout. C'est pour ça que pendant ce mois-là, les clients ne peuvent pas magasiner, c'est trop dangereux. Là, il y a trop de construction à faire. Et après ça, on va revenir le 3 octobre, on va réouvrir avec une partie de rénovation de fête. Mais on va continuer la rénovation de nuit jusqu'au 12 décembre. Donc, le 12 décembre, on coupe le ruban, c'est la fête. On est vraiment là à Maxi à 100 %. L'autre nouveauté qui est importante avec Maxi, c'est le programme Imbattable. Imbattable, ce que ça veut dire, c'est que pour notre magasin, c'est IGA qui est le magasin qui est le plus proche. Donc, la circulaire des IGA, on va toujours égaliser leur prix en tout temps. Donc, le client, il va dire à la caissière, voici la circulaire des IGA. Le brocoli est à 89 cents, bien, on va le mettre à 89 cents. Donc, ça, c'est un programme Maxi qui est disponible dans tous les Maxi du Québec, d'ailleurs. Donc, ça, c'est extraordinaire parce que les gens n'ont pas à se déplacer, faire 3 ou 4 épiceries. Bien, ils peuvent le faire tous sur le même toit. Parfait. Et autre chose, vous, votre rôle en tant que... Là, vous étiez propriétaire, justement. Est-ce que ça va changer sous la nouvelle bannière Maxi? Oui, effectivement. Ma dernière journée de propriétaire était le 29 juin dernier, samedi passé. Maintenant, je vais être directeur. Donc, j'ai accepté le mandat pour une durée... Bon, on va voir combien de temps, mais pour une bonne durée, j'imagine. Puis, on va mettre ça... C'est très motivant de voir les changements d'équipements neufs, un nouveau concept. Fait que je suis très fier de continuer avec Maxi. Bien, merci beaucoup, Denis. Merci. C'était une journée chargée en histoire, samedi à Saint-Bruno-de-Guigue. En après-midi, le Domaine Breen procédait au vernissage de leur exposition sur les moyens de transport au Témiscamingue. Une exposition qui met en valeur quelques dizaines de photos d'archives d'anciens moyens de transport témiscamiens. En soirée, l'action s'est déplacée vers la salle de l'Âge d'Or, où la Société d'histoire du Témiscamingue organisait un souper retrouvailles en marge des festivités de leurs 75 ans d'histoire. Nous étions aux 2 événements qui témoignaient de la riche histoire du Témiscamingue. Nous, ici, au Domaine Breen, on a une petite salle d'exposition. Parfois, c'est des artistes en art visuel, parfois, c'est des photos. Et cette année, c'est des expositions temporaires, en fait, pour 1 an ou 2. Et cette année, dans le cadre du 75e de la Société d'histoire du Témiscamingue, on leur a offert de monter une exposition ici, en collaboration avec eux, et le thème est des différents moyens de transport d'époque au Témiscamingue. Fait qu'on a une expo d'à peu près 46 photos en haut de toutes sortes de moyens de transport d'époque et plusieurs qui n'existent plus maintenant. On peut retrouver de l'autobus en passant au traversier
à l'autoneige, on voit un peu de tout. Là. À la gare, aux chevaux, aux bœufs, aux raquettes, aux bateaux, à la drave. Et c'est ça, c'est très varié et c'est assez impressionnant de voir tout ce qu'il y avait aussi. Environ une quarantaine de photos et vous allez avoir ça tout l'été ici au Domaine Breen là, pour les curieux. Oui, on va avoir l'exposition pour 2 ans. Lorsqu'on monte une expo, c'est toujours à peu près pour 2 ans. Donc, les gens qui viennent visiter ici le Domaine Breen, on a des guides qui leur font faire le tour de la maison et toute l'histoire aussi de la maison Breen. Et ils vont expliquer l'exposition qui est en cours. C'est une belle soirée samedi pour vous, vous revoir plein d'anciens visages du Témiscamingue et vieilles connaissances. Une belle soirée de retrouvailles. C'était une belle soirée et c'est surtout que ça nous a permis d'amener des gens qui ne fréquentent pas beaucoup la Société d'histoire avec des anciens, des membres, puis des anciens membres, puis aussi des anciens présidents qui sont partis un peu partout à l'extérieur de la région au cours des ans. Donc, c'était un beau rassemblement. Le dernier qu'il y avait eu, je pense, c'était au 60e qu'on avait fait un rassemblement, mais un peu moins, de moindre importance. C'était déjà d'il y a 15 ans, le dernier rassemblement. Ça devait être une belle forme de reconnaissance aussi pour des hommes et des femmes qui ont eu un grand apport à la Société d'histoire. Là, oui, on a souligné quand même le travail de notre archiviste, Cécile, qui, à l'époque, avait été embauchée pour faire un programme de 2 mois, puis ça fait 25 ans. Tu sais, ça fait qu'on voit que ça dure. Mais le haut 60e, c'était sur un autre style. C'était avec des ateliers pour les gens venaient pour apprendre des choses. Tandis que là, c'était plus une soirée festive. Et ça, vous avez pu avoir sûrement, vous aussi, des discussions avec des anciens du Témiscamingue et des gens qui se faisaient longtemps. Beaucoup de souvenirs qui ont dû être ravivés. Là. Oui, bien, j'ai jasé avec des gens que je voyais très peu et aussi avec d'autres que je vois régulièrement. Puis j'ai quand même rencontré des gens que je connaissais pas, qui m'ont permis de voir pourquoi ils étaient venus s'installer au Témis, puis d'où ils venaient. Donc, on a fait un peu un tour d'horizon. C'était très agréable. Puis le fait que Mathieu a fait ses lectures en comédie de Jules Maillard, on était le plus loin en arrière, puis là, on a remonté le temps graduellement. Ce qui fait que le Témiscamingue, bien, il est progressiste. Mais il faut quand même toujours se souvenir qu'il faut conserver, ramasser tout ce qu'on a comme souvenir, pas jeter toutes ces affaires. C'est ça qu'on a souligné ce soir-là. Là. Veuillez conserver vos archives. Si vous ne les voulez plus, vos photos, venez nous voir. Il y a des choses qu'on prend avant de les détruire. C'est ça qu'il faut se souvenir comme message de cette fête-là. Il faut se souvenir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Là. Exactement. C'est ça. T'sais, quand on fouille dans les archives ici, on trouve des choses que les gens ne peuvent pas imaginer. Je me souviens d'avoir vu un testament où le père avait donné sa ferme à son fils. Et en échange, on appelait ça se donner. Il s'était donné à son fils, fait que son fils s'engageait jusqu'à la mort de son père à le faire vivre, à lui donner un paquet de tabac par semaine, à lui acheter une paire de souliers par année. En tout cas, c'était un contrat notarié. Il se donnait, c'était à l'époque, ça se faisait comme ça. Puis c'est quand même pas si loin, c'est au début des années 1900. Ça fait rien que 100, 120 ans. Vous allez sûrement être présent aussi à d'autres événements de la Société d'histoire? Oui, ça, j'y vais régulièrement. Puis je donne des suggestions en tant qu'ancien président. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse faire une sorte de démonstration de toutes les vidéos, les films documentaires sur le Témiscamingue faits par des Témiscamiens. Faire une sorte de festival du documentaire témiscamien. Ça, c'est mon grand rêve. Il faut que j'en parle avec les gens du Rift, mais j'aimerais ça, là, faire une soirée ou une fin de semaine de cinéma, mais typiquement témiscamien. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de ces films-là, on les a ici, puis on les a pas tous. Il y a des gens qui en ont chez eux aussi. Fait que ça, c'est mon rêve. Merci beaucoup, Jean-Yves. Ça fait plaisir. Le marché public de Ville-Marie accueillait un nombre record d'exposants à sa première journée d'activité de cette année 2024. C'est ce jeudi qu'un impressionnant total de 15 artisans étaient présents au marché public de Ville-Marie. Le coordonnateur du marché, Richard Dessureau,
explique que le marché public de Ville-Marie est en pleine croissance, notamment dû au fait que les nouveaux entrepreneurs du Témiscamingue veulent tester leurs produits et que dans plusieurs cas, le marché public est le meilleur endroit pour le faire. Le marché public a même dû augmenter ses capacités en raison de la grande demande des artisans de la région. Jusqu'au 12 septembre, le marché public de Ville-Marie sera ouvert tous les jeudis de midi à 17 h. Rénovation majeure pour l'hôtel de Ville-Marie. Dans quelques semaines, les employés de la ville seront relocalisés pour une période de 12 à 18 mois. Concernant les rénovations, le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre, explique qu'il y aura des améliorations extérieures au niveau de la toiture et de la fenestration. Pour ce qui est des rénovations intérieures, plusieurs réaménagements de locaux vont être nécessaires. Martin Lefebvre indique également qu'il était nécessaire d'effectuer ces changements, considérant que ce bâtiment avait près de 50 ans d'existence. Les locaux arrière du journal Le Reflet serviront de bureau pour les employés administratifs pendant la période de rénovation. L'artiste de Témiscamingue, Joanne Abbott, va être mise en vedette au Parc Oupémican cet été. En effet, dans un communiqué, le Parc Oupémican, en collaboration avec la Commission culturelle témiscamienne et le Comité consultatif de la MRC, ont annoncé avoir sélectionné la native de Témiscamingue. 14 tableaux vont être exposés au poste d'accueil de l'Aniel et de Pointe-Oupémican. Pratiquant la peinture acrylique, Joanne Abbott s'inspire de la nature canadienne, comme en témoignent les plusieurs animaux présents dans ces tableaux, comme le lynx, l'ours ou le renard. La présidente de la commission culturelle, Mme Édith Laperrière, explique que le style de peinture et les sujets des peintures de Mme Abbott sont très cohérents avec la vision du Parc Oupémican. L'exposition sera disponible très prochainement et va être présentée jusqu'au 7 octobre. Vendredi dernier marquait la dernière journée d'Annie Larivière en tant que directrice générale de CKVM. Au cours de ses nombreuses années de service, elle aura su laisser sa marque sur les médias témiscamiens. TV Témis souhaite remercier Annie pour ses plus de 30 ans de service au sein de la radio témiscamienne. Nous lui souhaitons le meilleur pour ses futurs projets. Au culturel maintenant. Le cinéma du Rift présente le film d'action Furiosa, une saga de Mad Max. Se déroulant dans le grand univers de Mad Max, le film sera diffusé vendredi, samedi ainsi que mercredi et jeudi prochain à 19h30. Le Théâtre du Rift présente la tournée des finissants 2024 de l'École nationale de l'humour. Avec 12 humoristes fraîchement sortis de l'école, ce spectacle de 90 minutes promet de vous faire découvrir les talents de l'humour de demain. Le spectacle est présenté ce soir à 19h30. La semaine dernière, sur la scène du lac à Ville-Marie, avait lieu le spectacle de Gratoon Splatoon, qui a su amener plusieurs curieux vendredi soir. Cette semaine, c'est au tour de l'artiste originaire du Témiscamingue, Elliot P., qui foulera les planches dès 19h pour un spectacle gratuit de 90 minutes dans le cadre de la programmation estivale de la ville de Ville-Marie. Au sport, les Pirates ont annoncé le retour du défenseur Tristan Guimond. Le grand défenseur de 6 pieds 4 en est à sa 3e saison avec les Pirates. Reconnu pour son leadership et sa robustesse, Tristan montre beaucoup de signes de progression et sera assurément un joueur à surveiller pour la saison 2024-2025. Pour ce qui est des résultats dans la Ligue de softball du Témiscamingue, mercredi, le centre de rénovation FLD s'est déplacé en direction de Wenaway pour 2 matchs. L'équipe visiteuse est sortie vainqueur de ces 2 affrontements par la marque de 14-5 et 17-6. Lundi, l'équipe de construction Francis Roy s'est déplacée à Témiscamingue où ils se sont fait infliger une défaite de 21-10 face au centre de rénovation FLD. Pendant ce temps à Lorrainville, les Warriors de Wenaway sont sortis vainqueurs de leur partie contre Rénovation H-Godette par la marque de 22-4. Finalement, pour le dernier match de la semaine, les Martineaux recevaient les Little Dippers à Gig mardi.
Les Little Dippers ont infligé une défaite de 17-8 aux jeunes Martineau. Et la mythique équipe de softball des 4 Chevaliers est également de passage à TFN ce lundi pour affronter les meilleurs joueurs de la communauté. Le conseil de bande a organisé cette rencontre dans l'optique de sensibiliser les jeunes face aux enjeux de consommation de drogue et de suicide. Nous avons demandé aux joueurs des 4 Chevaliers, Renaud Lefort, à quoi l'on devait s'attendre pour ce match haut en divertissement. Petit match ici, Témiscamingue First Nation pour notre 2e fois. Je pense qu'on était venu en 2019, là, si je me rappelle bien. Il y avait eu bien du fun. Puis c'est un beau défi là, parce qu'on fait peu d'événements en anglais dans notre tournée. On a fait des shows en Floride dans le passé, puis ça nous permet de rester huilés, là, si on veut, sur notre show anglophone. Fait que là, j'aime ça, une belle gang ici avec Sean en arrière. J'ai une fan avec mon chandail la dernière fois ici en arrière. Vraiment cool, belle gang. Je suis vraiment content. On ne pouvait demander mieux pour le 1er juillet. Personnellement, j'ai bien du fun avec ce monde-là ici. Vous êtes des habitués de jouer dans les communautés autochtones. Vous allez cette semaine également à Wenaway. Ça, c'est un bel endroit pour jouer et la foule, on vous aime, le 4 Chevaliers. Ben écoute, je vais te dire, des fois c'est surprenant parce que c'est quand même des plus petites communautés avec des plus petites foules parfois. Puis je vais te dire, l'ambiance, tu le ressens pas, là, tu sais. Je me rappelle, écoute, plusieurs shows qu'on a fait devant des communautés où les fois, c'était peut-être 300 personnes, puis on avait l'impression de jouer devant 1000 personnes. Fait que, non, c'est du monde qui ont le goût de rire, c'est du monde qui a un bon sens de l'humour. Puis c'est du monde qui a beaucoup de talent à la balle aussi, quand même, parce qu'il y a des bons joueurs. Je me rappelle la dernière fois, il y avait des bons lanceurs, des bons frappeurs. La balle rapide ici, ça fait partie de la culture. Les communautés autochtones, en général, au Québec, la balle rapide fait partie de la culture. Fait que, ouais, je te dirais qu'on s'attend quand même à un bon défi, là. Je sais qu'on a un compétitif ici en plus. Le Vice Chief, Sean, très compétitif. Je sais qu'il veut gagner. On s'attend à un match serré, encore bien des blagues et bien des rires. Ça avait fini combien la dernière fois, Sean? Ah, je me rappelle plus, Renaud. Écoute, ça fait assez longtemps. On pratiquait depuis ce temps-là. Ah, vous avez pratiqué de... Le passé, on pense plus à ça. On pense à l'avenir. Tu vois ici le Vice Chief qui me dit qu'il ne se rappelle plus du score de la dernière partie qu'on a jouée, mais ils ont pratiqué beaucoup depuis ce temps-là. Puis ils pensent plus au passé, puis ils regardent vers l'avenir. Donc, je vois là, que déjà, là, les hostilités amicales sont enclenchées. Puis, écoute, c'est ça. On s'attend à un show, comme d'habitude, écoute, avec de l'humour, du plaisir. Le but, ben, c'est ça, c'est de divertir, puis que le monde puisse venir voir un match différent. Puis, je pense que c'est ça la mission des 4 Chevaliers. Mais aussi, il ne faut pas oublier notre mission, c'est de gagner. Fait qu'on va essayer de la gagner. Sean, au conseil de bande, c'est important pour vous d'amener 4 Chevaliers aujourd'hui pour amener un peu de divertissement sur la réserve et faire bouger les jeunes aussi? Bien, c'est sûr, c'est pour faire bouger les jeunes. Puis ici, au Premier Nation de Témiscamingue, on a beaucoup d'équipes de balles qui jouent dans une ligue d'à peu près 16 équipes, femmes et hommes. Mais c'est surtout une bonne affaire pour les jeunes ados, pour préventif de suicide et substance. Toutes les communautés, pas juste les Autochtones, mais toutes les communautés au Travail Canada, je pense, on a un petit problème de substance et suicide. Fait que c'est une bonne affaire. Rajouter du sport pour être préventif au suicide puis aux substances. Fait que je pense que le sport, c'est une bonne manière à attacher les deux liens ensemble. Un bel outil de sensibilisation aux jeunes et aussi à la communauté, ça permet de jaser de ces enjeux-là également? C'est sûr, ça permet de jaser de ça. On va jaser de ça un petit peu à soir pour faire sûr que le monde sache qu'est-ce qu'on fait ici, puis pour reconnaissance au travers de ça. Fait que, puis une bonne équipe comme les 4 Chevaliers, c'est des 4 hommes que, c'est des hommes bien normaux comme nous autres, puis on a tous vaincu des affaires dans notre vie où faut qu'on essaie de préventer ça pour nos jeunes ados aujourd'hui. Pour vous, c'est vraiment intéressant de montrer justement un message d'espoir qu'on peut faire des choses vraiment le fun et même si parfois il y a des situations plus difficiles, on peut se relever et être encore plus fort. C'est sûr. De faire quelque chose que tu aimes dans ta vie, c'est important parce que le plus important chose dans ta vie, c'est le bonheur. Le monde, des fois, il perd dans leur vue d'aller chercher le $1 million. Mais dans le $1 million, ça n'amène pas tout le temps le bonheur. Fait que faire quelque chose que tu aimes, puis une chose, c'est le sport, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de monde qui prend très, très sérieux. Mais quand tu arrives vieux comme moi, les espoirs d'être professionnel sont tellement plus en existence, fait qu'on fait ça comme
pour pour rester en santé puis avoir du fun en même temps, faire quelque chose qu'on aime. Pour la communauté, c'est toujours excitant d'avoir une équipe comme ça qui vient ici. Ça fait déplacer le monde, ça le fait jaser, il apprécie le spectacle. Bien, tu peux savoir que nous autres, on a vaincu tellement de choses malheureuses dans notre génération, dans notre vie. On aime ça rire, puis on utilise l'humeur pour un genre de thérapie pour nous autres, parce que quand tu es capable de rire dans la vie, ça a l'air que tu as moins de stress, tout je trouve. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup à toi. À la météo cette semaine, on prévoit jeudi de légers risques de pluie avec des maximums alternant entre 23 et 24 degrés sur le Témiscamingue. Vous devrez probablement prévoir un parapluie pour vos activités du week-end, alors qu'on annonce 70 % de probabilité d'averse avec des maximums oscillant entre 20 et 21 degrés pour l'ensemble du territoire. Et c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En mon nom, William Maillet et celui de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été avec nous cette semaine. Et en terminant, l'action se passe à Béarn en fin de semaine avec les Yamaha Stock Car. Pour leur 20e édition, les Yamaha Stock Car de Béarn organiseront même des courses de nuit, samedi jusqu'à 23 h. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition d'Info Témis. Au revoir.